Le 1er janvier 2010, un corps va être retrouvé au pied du château de Belfort dans un abri abandonné. Après identification, la police annoncera qu'il s'agit du corps de Pierre Nassica, un jeune adolescent de 15 ans. Il a été tué et a reçu 25 coups de couteau dans son visage. Lançons-nous maintenant dans l'histoire triste et très riche en rebondissements de Pierre Nassica. Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va moins parler de problèmes mentaux, mais par contre je la trouve vraiment très intéressante dans le point de vue humain et dans tout ce qu'elle dégage, surtout par rapport aux parents. Vous allez voir, mes parents vont jouer un rôle considérable dans cette affaire. Donc l'histoire commence en 2010 et Pierre Nassica étudie dans un assez bon lycée français à Belfort. Pierre a un meilleur ami qui s'appelle Yacine, qui a 18 ans, donc Pierre a 15 ans, Yacine a 18 ans, mais ils sont meilleurs amis depuis le collège et vraiment ils sont inséparables. Yacine, lui, il est en terminale au lycée Raoul Follereau, qui est un lycée professionnel. La différence entre Yacine et Pierre, c'est que Pierre vient d'une très bonne famille. Ses parents sont assez aisés, ils ont tous les deux un assez bon boulot. Pierre, il est beau, il a des parents qu'il aime énormément, il a quand même assez de moyens. Yacine, lui, il a aussi une famille aimante, mais il vient d'un quartier un peu plus pauvre. Ses parents sont moins aisés et son but n'est pas de faire de grandes études comme Pierre le voudrait. Yacine, il fait son lycée professionnel pour pouvoir travailler et n'a pas du tout en tête de faire des études universitaires, par exemple. Donc même si Pierre et Yacine sont dans deux lycées différents, ils sont tout le temps ensemble. Franchement, ouais, c'était pas quelqu'un de bien pour lui. Et, Pierre, il était en fascination et en admiration devant Yacine, quoi, devant tout ce qu'il faisait, tout ce qu'on pouvait lui dire sur Yacine, c'était pas vrai. Donc revenons-en à l'année 2010. En 2010, donc Pierre et Yacine sont inséparables, comme je le disais, et tout ça va nous emmener à la journée du 27 novembre 2010. Ce 27 novembre 2010, Pierre a terminé sa journée d'école à midi, il sort de son lycée et va retrouver Yacine pour passer la pause midi avec lui. Yacine, lui, va sortir d'un magasin de vêtements là où il travaille, c'est un stage en fait dans le cadre de ses études. Ils vont aller manger dans un kebab qui se trouve dans le centre de Belfort qui s'appelle le kebab du château. Ils vont y rester plus ou moins 1 heure et ensuite Yacine retournera à son boulot, son stage, travailler normalement. C'est plus tard dans l'après-midi que ses parents vont commencer un petit peu à s'inquiéter parce qu'ils reçoivent pas de nouvelles de leur fils. Faut savoir que Pierre et ses parents n'habitent pas dans le centre de Belfort, ils habitent un petit village à côté. Et donc, quand Pierre veut aller dans le centre de Belfort ou veut retourner chez lui ou veut aller à n'importe quel endroit, il doit appeler ses parents pour que ses parents le conduisent en voiture. C'est normal, on a tous déjà eu 15 ans, on est fort dépendant de ses parents. Il a un téléphone portable et donc souvent il communique avec ses parents par SMS. Ce jour-là, ses parents attendaient l'SMS de Pierre pour qu'il vienne le chercher et le ramène à la maison. À partir d'un moment, la maman de Pierre va lui envoyer un SMS pour lui demander ce qui se passe et Pierre ne répondra pas. Donc là, ça commence à vraiment être une grosse inquiétude pour les parents parce que Pierre a tendance à toujours répondre aux SMS et assez vite en plus. À 18h, c'en est trop pour les parents, ils ne tiennent plus, ils ont vraiment peur et donc ils vont prendre la voiture et aller à Belfort, dans le centre, pour voir s'ils tombent pas sur leur fils, au cas où il lui serait arrivé quelque chose, qu'il serait tombé, qu'il se serait fait mal, qu'il se serait fait agresser, qu'on lui aurait pris son téléphone. Enfin bref, ses parents partent à Belfort, mais ils ne trouveront rien. C'est seulement à 21h que les parents vont décider d'appeler la police et reporter la disparition de Pierre. On peut pas en vouloir aux parents parce qu'ils n'étaient pas au courant et je pense qu'ils étaient à milieu de s'imaginer vraiment ce qui se passait. Mais sachez que dans une enquête policière, c'est toujours les premières heures après la disparition qui sont les plus importantes. Et plus on tarde à appeler la police, moins on a des chances de retrouver la personne disparue parce qu'on perd des preuves. Les gens qui l'auraient kidnappé ont le temps de partir. Le corps aurait eu le temps d'être caché. Donc voilà, c'est vraiment les premières heures les plus importantes. C'est tellement important à retenir, donc je vous le dis et sachez-le. Au même moment, à partir de 21h, les amis de Pierre et Yacine vont commencer à lancer un petit peu des appels à l'aide sur les réseaux sociaux, demander si quelqu'un aurait vu Pierre, si quelqu'un aurait des informations. Mais voilà, ça donnera pas grand-chose, mais en tout cas, les amis vont se mobiliser un maximum sur les réseaux sociaux. Le 1er décembre 2010, donc 5 jours après la disparition de Pierre, on va retrouver un corps au pied du château de Belfort
Belfort dans un abri abandonné et après autopsie, la police dira qu'il s'agit bien du corps de Pierre Nassica. Il est allongé dans le fond de cette casemate, à peu près ici. On observe surtout des blessures au niveau du visage. Ils vont trouver un peu plus tard qu'il y a une blessure dans le dos aussi, sur le côté gauche. Mais sinon, l'essentiel des blessures se trouve sur le visage et le cou. Pierre est retrouvé les mains ligotées. Il a succombé à 25 coups de couteau portés au visage et au cou. Il faut savoir que quand on est en face d'un meurtre aussi violent, c'est forcément lié à quelqu'un qui connaît la personne et ça peut être un crime passionnel, ça peut être un crime de jalousie. Là, surtout les coups de couteau se sont faits au visage. Là, c'est sûr, on peut s'imaginer que c'est une personne qui en voulait personnellement à Pierre ou en tout cas quelqu'un qui a eu une pulsion meurtrière, mais pour Pierre à ce moment-là. Clairement, une fois que l'information va être divulguée au public, la population de Belfort va être choquée et une marche blanche va être organisée tout près de là où on aura retrouvé le corps de Pierre. Il va y avoir plus de 1000 personnes à cette marche blanche. C'est maintenant qu'on va parler de l'enquête policière. Alors les policiers vont commencer par interroger plusieurs personnes de la famille de Pierre, ses amis et Yacine. Parce que Yacine en fait c'est quand même la dernière personne qui a vu Pierre. Ça en fait le plus gros témoin, ça en fait pas le meurtrier parce que c'est pas parce que t'as vu une personne qui a disparu ou qui est décédée en dernier que tu l'as forcément tué, mais en tout cas son témoignage est extrêmement important. Yacine va dire à la police qu'il ne sait strictement rien, que lui et Pierre ont bel et bien été mangés ensemble ce midi-là, mais qu'ils sont restés ensemble 1 heure et qu'ensuite chacun a pris un chemin opposé et que Yacine ne sait rien de plus. Pourtant les policiers vont commencer à suspecter Yacine de leur cacher quelque chose parce qu'ils vont retrouver dans les SMS de Yacine des choses qu'il avait envoyées à Pierre, notamment un SMS donc le jour de la disparition de Pierre où Yacine lui dit de venir manger avec lui et il est insistant. Donc je vais vous lire le SMS. Par contre, pas de retard ou de faux plan parce que je n'ai qu'1 heure de libre. Les policiers comprennent pas pourquoi ce jour-là Yacine est aussi insistant et ne veut pas de retard et il parle de faux plans et on comprend pas trop pourquoi. Suite à ça, la police va réinterroger Yacine et là Yacine va totalement changer de version. Il va expliquer que ce jour-là, lui et Pierre devaient rencontrer 3 hommes parce qu'ils dealaient du cannabis ensemble et Yacine et Pierre devaient 600 € à ces 3 hommes. Ils avaient prévu de rencontrer ces 3 hommes dans le but de négocier un temps supplémentaire. Yacine explique ensuite que les 3 hommes se seraient énervés et auraient commencé à tabasser Pierre et Yacine lui aurait pris peur et serait parti en courant en laissant son meilleur ami. Ensuite Yacine serait retourné à son stage et aurait continué la journée comme si de rien n'était. Les policiers vont donc essayer de confirmer cette version des faits. Ils vont chercher après les 3 dealers mais ils ne trouveront rien. Rien dans les SMS de Yacine, rien dans les SMS de Pierre, rien qui prouve que ces 3 dealers aient existé et donc très vite ils vont se rendre compte que Yacine ment. Yacine va donc être mis en examen pour le meurtre de son meilleur ami. Les policiers vont quand même prendre leur temps pour récupérer assez de preuves pour pouvoir accuser Yacine et le procès va se faire en 2013, donc Yacine aura 20 ans à ce moment-là. Le procès va durer 3 jours, le 4, 5, 6 avril 2013. Du sang appartenant à Pierre, retrouvé sur le sac à dos de Yacine, constitue aujourd'hui le principal élément matériel dans ce dossier. Au début du procès, le jeune homme, qui a désormais 20 ans, maintient qu'il n'a rien à voir avec ce drame. Ça va être un moment assez triste pour les 2 familles. Autant dans la famille de Yacine, ils espèrent vraiment qu'il va y avoir une erreur judiciaire, qu'en fait Yacine est innocent, parce qu'il faut savoir que au moment du procès, Yacine continue à clamer son innocence. Il faut pas oublier que pour la famille de Pierre, ça fait plus de 2 ans qu'ils ont perdu leur fils et qu'ils ne savent pas du tout ce qui lui est arrivé, donc ils n'arrivent pas encore à faire leur deuil. C'est un papa qui souffre, mais pas pour les mêmes raisons que nous. C'est un papa qui souffre, mais c'est sûr que son fils, il pourra toujours aller le voir, alors que nous, Pierre, c'est sûr que Pierre, nous, on ne peut plus qu'y penser, mais on ne le touchera plus jamais, donc c'est pas la même souffrance. Le premier jour du procès va être consacré à la défense de Yacine. Donc son avocat va le défendre en disant que après avoir mangé avec Pierre, Yacine est retourné à son stage. Aussi, l'avocat de Yacine va relever le fait que Yacine est beaucoup trop
petit, beaucoup trop faible pour s'être attaqué à Pierre. Yacine fait 1m58 alors que Pierre faisait 1m85. Ça va donc mettre un gros doute à la culpabilité de Yacine parce qu'on se dit mais comment c'est possible? Je veux dire, Pierre aurait pu se défendre, c'est un point en plus pour la défense et les gens peuvent commencer à se dire que Yacine est peut-être innocent. Un dernier point très intéressant à soulever, c'est que Yacine n'avait sur lui aucune trace de lutte. Donc pas de bleu, pas de coups, pas de griffes, rien. Il était en parfait état physique, disons. Si Yacine l'avait bel et bien tué, eh ben, il aurait quand même eu du mal à maîtriser Pierre tout seul. Et donc on arrive au 5 avril où le procès va commencer par le plaidoyer de l'avocat de la famille de Pierre. L'avocat va faire en sorte que tout ce qui a été dit la veille soit contesté. C'est-à-dire qu'il va faire venir un nouvel expert et cet expert va démanteler une par une chaque preuve que l'avocat de Yacine avait dit la veille. Il va prouver par A plus B à la foule, aux juges, aux jurés qu'il est totalement possible qu'une personne du gabarit de Yacine puisse tuer et maîtriser une personne du gabarit de Pierre sans recevoir une goutte de sang, sans se prendre un coup de couteau ou des griffes ou quoi que ce soit. Il va assez bien l'expliquer parce que tout le monde va d'un coup recommencer à être sûr que Yacine a bel et bien tué Pierre. C'est l'après-midi de cette même journée que Yacine va avouer le meurtre de son meilleur ami Pierre. En fait, son avocat lui a expliqué que si c'était bel et bien lui qui avait tué Pierre, et petit à petit ça commençait à vraiment se ressentir que c'était lui qui l'avait fait, il valait mieux qu'il l'avoue et donc il aurait une moins grosse peine. Et c'est ce que Yacine a décidé de faire. Je vais vous lire une partie de ses aveux, ça n'a pas pu être enregistré à ce moment-là. On a mangé au kebab à 13h. Je lui ai proposé d'aller sur le parking de l'Arsenal pour fumer. Au kebab, on avait bu de l'alcool. On a parlé de la carte bancaire. J'avais des problèmes de dette, de stupéfiants. Pierre n'avait rien à voir avec ça. Pierre a pris ça à la rigolade. Ça m'a énervé. J'ai voulu lui faire peur. J'avais un couteau dans mon sac. Je l'ai sorti. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il m'aide. Il a rigolé. Je ne me suis pas reconnue. Je me suis énervée. Je regrette. Tout s'est passé vite. Il a essayé de se défendre. J'ai mis un coup de couteau. Il est tombé. Par cette violence, je ne me suis pas reconnue. La violence a continué. Il bougeait plus. Il se débattait plus. Je me suis rendu compte que j'avais été trop loin. Je ne voulais pas donner la mort. J'ai essayé de le secouer. Il ne bougeait plus. Il était mort. J'ai paniqué. J'avais un lacet à ma ceinture. Je le lui ai mis autour des mains pour faire croire à une mise en scène. Je me suis enfermée ensuite dans un déni total. Je ne me croyais pas capable d'avoir fait ça. Je demande pardon à la famille. C'est la première fois. J'avais beaucoup de soucis. J'avais perdu ma grand-mère. J'ai décidé d'avouer pour la famille, pour la justice. J'assumerai la conséquence de mes actes. J'ai jamais voulu tuer. Pierre, ça a toujours été mon meilleur ami. Je regretterai toute ma vie. Tout le monde va être vraiment choqué suite à cette révélation et tout le monde va beaucoup pleurer. Il va se passer quelque chose que je trouve très beau et très tragique en même temps. C'est que la maman de Pierre va s'effondrer dans les bras de la maman de Yacine et le père de Yacine va arriver pour s'excuser. Arrêtez. Je sais que vous aurez du mal à pardonner, mais je le sais. Franchement, je ne savais pas. Non, j'ai jamais pensé beaucoup. Écoute-moi. On va se retrouver au 3e et dernier jour de procès, donc le 6 avril 2013, et Yacine va devoir parler et justifier son geste devant sa famille et la famille de Pierre. Yacine rappelle donc qu'il voulait pas vraiment tuer Pierre. La colère a pris comme possession de lui, il a pas su la maîtriser. Cette colère, Yacine explique qu'elle venait d'une certaine jalousie qu'il avait envers son meilleur ami. Il était jaloux de lui parce qu'il venait des beaux quartiers, il avait une famille qu'il voyait comme idéale. Et Yacine était énervé parce que Pierre, c'était tout ce qu'il aurait voulu être et il avait tout ce qu'il aurait voulu avoir et sans vraiment avoir fait d'efforts parce que simplement Pierre avait eu la chance de naître dans une famille aisé alors que lui, il n'avait pas eu cette chance. En fait, c'était une amitié où les deux s'admiraient énormément et Yacine n'avait pas conscience du fait que lui pouvait aussi être admiré par Pierre. Le verdict va être donné 4 jours plus tard seulement et les délibés vont durer 1 heure. Le verdict est tombé et Yacine est condamné à 20 ans de prison. Voilà, cette vidéo est terminée. J'ai vraiment été émue par cette histoire et surtout par les parents et les familles des 2 garçons. Je voudrais qu'un jour, dans ses yeux, il y ait des vraies larmes qui coulent. C'est tout ce que je veux, moi.
Je me sens coupable. Je devrais être sur le banc à côté de mon fils. J'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose dans son éducation. J'ai un profond chagrin pour la famille Naseka du fond du cœur. Je porte le fardeau de mon fils sur les épaules et Pierre dans mes bras. Je ne pourrais pas me remettre de ça. C'est impossible. Impossible. Je ne pourrais pas oublier. Ce n'est pas possible. J'espère vraiment que ça vous aura touché autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et de me mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche. Et si vous voulez qu'on parle, qu'on continue à discuter de cette histoire, vous pouvez toujours m'ajouter sur Instagram. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!